Ok, donc aujourd'hui on se voit pour notre dernier webinaire du Summer Programme qu'on a monté là sur les 15 premiers jours du mois de juillet, avec une volonté véritablement de pouvoir vous apporter des éléments en termes de prise de conscience, en termes aussi de comment est-ce que j'actionne ça dans mon quotidien, dans ma réalité, dans mon contexte, pour pouvoir développer mon employabilité, développer certaines compétences et pouvoir faire des choix aussi plus éclairés et pouvoir des choix plus alignés. Aujourd'hui, on va voir ensemble la résilience, agilité. On a fait un petit combo de résilience, agilité, adaptabilité. Ça vient susciter un petit peu, ça vient toucher les mêmes aptitudes derrière, alors avec des petites nuances, mais en tout cas, il y a une base et notamment d'exercices, d'activités que l'on peut faire pour pouvoir développer ces compétences. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est pouvoir aussi vous les partager. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On commence tout juste. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à développer davantage votre capacité d'adaptation pour pouvoir faire face aux situations, aux imprévus, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. En général, quand on développe une aptitude, on peut l'utiliser un petit peu dans tout type de contexte. Donc là, c'est vraiment l'idée et pouvoir vous transmettre un maximum d'éléments pour que vous puissiez mettre en œuvre dans vos contextes. Je vais juste vous proposer de couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas, pour plus de confort pour tout le monde. Et par contre, n'hésitez surtout pas à partager, à m'interrompre si besoin, à poser vos questions, soit en ouvrant vos micros, soit par le biais du chat. Oh, merci Frédéric. C'est le dernier pour cet été. Après, on vous laissera faire une pause estivale et on sera de retour aussi à la rentrée. Merci beaucoup. Euh, Rapidement, parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont déjà assisté au précédent. Ici, on remet un petit peu en avant aussi tous les services du pôle carrière. On n'est pas là que pour faire du coaching ou que pour actionner et organiser des ateliers, des conférences, des webinars. On fait en sorte de pouvoir vous accompagner sur différents points de votre parcours personnel et professionnel, et notamment aussi en développant actuellement, on est en train d'ailleurs de revoir et de refondre le job board qui est sur le site de la SOS. C'est aussi développer encore et optimiser la plateforme Streamio qui permet de faire de l'auto-coaching sur le site de la SOS. Donc, vous avez un accès, vous pouvez créer votre compte et là, faire directement vous-même votre bilan de parcours, identifier vos objectifs, identifier toutes les étapes pour pouvoir atteindre vos objectifs. La plateforme Edflex, qui sera la grande nouveauté de la rentrée, sur laquelle on est vraiment en train de travailler pour identifier quelles sont les thématiques phares qu'on va pouvoir mettre en avant. Mais grosso modo, c'est plus de 50 000 ressources, formations, MOOC, podcasts sur différentes thématiques et donc pour lesquelles vous aurez un accès complètement libre et illimité pour pouvoir vous former tout au long de votre vie. C'est aussi des tutoriels que l'on monte avec des partenaires AM pour pouvoir là aussi vous donner des bases solides dans votre recherche d'emploi, dans votre transition professionnelle ou dans votre démarche réseau. Ce sont aussi les interventions que l'on fait au sein des campus et pour lesquelles on est en train de travailler vraiment main dans la main avec l'APE pour pouvoir être encore plus présent. Et puis, là, les dernières nouveautés sur cette fin d'année, début d'année prochaine, ce sont aussi des parcours de formation. Et là, en fait, avec ce Summer Programme, vous êtes vraiment en train de goûter l'apéritif du gros buffet qu'on est en train de préparer pour 2024 avec un parcours de formation, notamment sur les soft skills, qui se déroulera sur plusieurs mois et pour lequel on va vraiment faire en sorte d'avoir une pédagogie et une construction de parcours de formation qui vous permettra de ressortir au bout du parcours vraiment équipé pour pouvoir faire vos preuves et atteindre vos objectifs. Et puis le Club Innovation Future of Work avec notamment un événement. Donc ça, on en a déjà parlé et vous êtes vraiment en avant-première lors du Summer Programme. C'est le premier, ce sera un gros événement qui aura lieu au mois de novembre, le 24 novembre, sur la thématique du digital, avec 6 intervenants, 6 experts qui vont venir pour partager leur expérience, pour partager leurs compétences en matière de tendance marché, métier et compétences afin de vous permettre de pouvoir prendre des décisions plus éclairées en matière de carrière. Voilà. J'aime l'apéritif et le buffet.
Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Thomas. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et là encore, c'est pour ça on vient vous chercher aussi et qu'on vous harcèle un peu, notamment avec le questionnaire qu'on vous a envoyé il y a quelques semaines pour que vous puissiez y répondre. Plus on vous connaîtra, plus on comprendra vos besoins, vos enjeux, plus on sera même de développer des idées de services, d'offres qui correspondent à vos besoins. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore répondu au questionnaire, allez-y. Il sera dans la signature de mail que je vais vous envoyer lorsque je vais vous envoyer les slides du webinaire d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a voulu ce Summer Programme? J'en ai parlé rapidement en introduction. Le World Economic Forum crée un rapport, alors tous les 4-5 ans environ, qui s'appelle le Future of Jobs. Et là, le dernier est sorti il y a à peine un mois et quelques, en indiquant le top 10 des soft skills qui étaient sur lesquels il fallait capitaliser pour pouvoir véritablement faire la différence, pour pouvoir être plus compétitif, pour pouvoir développer son employabilité. On a pris ce top 10 avec Frédéric Beck, avec qui je travaille au pôle carrière, et on en a pris 5, on en a extrait 5 en se disant, bon ben voilà, ce sont sur ces 5-là qu'on va travailler, qu'on va proposer des webinaires auprès des alumni pour pouvoir leur permettre de monter en compétence sur ces sujets et développer leurs compétences, justement. Chiffre un peu clé et phare et qui vient chambouler aussi finalement notre vision des recrutements et en tout cas des parcours de recrutement, c'est 60% des critères requis pour la qualification d'un emploi relèvent des soft skills. Si vous regardez les offres d'emploi il y a 10 ans et aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir en termes de structure. Aujourd'hui, les compétences soft skills, dont les aptitudes, les compétences personnelles, les compétences transférables, transverses, ont pris beaucoup plus de place sur les offres d'emploi et les recruteurs sont d'autant plus vigilants à identifier des personnes dont la personnalité, dont le comportement, dont le fonctionnement, dont le savoir-être colle avec les besoins du poste et la culture d'entreprise plutôt que les compétences techniques. Clairement, deux profils similaires, un qui a vraiment toutes les compétences techniques, par contre, qui laisse à désirer sur quelques soft skills, et en face, un autre qui n'a pas toutes les compétences techniques, par contre, en termes de savoir-être, d'aptitude, il coche toutes les cases, le choix du recruteur se tournera sur le deuxième. Donc voilà pourquoi, effectivement, il y a vraiment un travail à faire, une opportunité à saisir pour pouvoir faire la différence en entretien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On était vraiment au tout début. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Ça nous touche beaucoup et vos feedbacks sont importants pour nous. OK, entrons dans le vif du sujet. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est prêtée à Darwin, qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Comment est-ce que ça résonne chez vous, cette phrase? À quoi ça vous fait penser et qu'est-ce que ça évoque? Vous pouvez soit mettre dans le chat ou ouvrir vos micros. Que si c'est Darwin, c'est bizarre parce que c'est pas ça la théorie de l'adaptation. Bah, ceci dit, c'est une les théorie êtres qui sont d'adaptation. adaptés qui survivent, mais du coup, ce serait pas cette formulation. C'est pour ça que elle est prête à Darwin, mais elle est challengée. Donc, je suis pas sûre non plus. Mais en tout cas, la phrase vient chambouler nos idées reçues sur le fait qu'effectivement, l'adaptation au changement, finalement, elle se fait par quel biais? Qu'est-ce qui va favoriser notre adaptation au changement? Alors, je regarde dans le chat aussi. Qui veut voyager loin ménage sa monture aussi. Oui. Et donc, ça veut dire la préparation à l'adaptation, si j'entends comme ça, Frédéric, pour aller prendre les bonnes ressources, se préparer, anticiper. J'irais même jusqu'à dire ne pas entraver la marche des choses Mmh. pour laisser faire politique, hiérarchie, sociétale au sein d'une entreprise pour progresser et apprendre. Mmh. Donc pouvoir aussi accepter les choses telles qu'elles sont et pour pouvoir aussi avancer, s'adapter aux choses telles qu'elles existent. C'est ça? J'ai bien compris. Ouverture d'esprit, oui.
La flexibilité, effectivement. Rester attentif. Ouais. Si vous repensez à des événements qui ont été peut-être un peu soit brutaux, inopinés, qui sont survenus dans votre vie, qu'est-ce qui vous a permis de vous adapter à ces situations? Quels ont été soit le comportement, l'attitude ou la manière dont vous avez euh, vu la situation, enfin perçu la situation, qui vous a permis de vous adapter? Faire face en famille, oui. La solidarité, dans ces cas-là, être ensemble face à une situation difficile. Observation et prise de recul. Observer et prendre du recul, oui. Oui, complètement, Amélie. Pour être capable d'avoir un regard sur ce qui se passe, peut-être faire un pas en arrière et se dire, OK, comment je vois la situation? Oser. Oser. Le mot crise en chinois, si je ne dis pas de bêtises, signifie à la fois chaos et opportunité. Et donc, c'est une vision très différente d'ailleurs que celle qu'on peut avoir du mot crise. Et lorsque le mot crise intervient, que ce soit dans une entreprise ou au niveau d'un pays ou du monde, c'est de se dire, OK, quand il se passe quelque chose qui est comme ça, qui est brutal, qui peut être un choc parce que je ne l'avais pas prévu, ça peut être par exemple un licenciement, à un moment donné, une réorganisation, un licenciement. Moi, je me voyais encore pendant minimum 5 ans, 10 ans dans cette entreprise et sur ce poste. Comment est-ce que je le vis? Avec ce mot crise et cette vision de OK, il y a un choc, il y a un chaos, il y a quelque chose qui se produit que j'avais pas prévu, sur lequel je n'étais pas préparée. Mais par contre, quelle opportunité je peux saisir derrière cette situation-là? On l'a vu pendant le Covid, toutes les personnes qui avaient, par exemple, un restaurant et qui se sont mis tout de suite à très vite s'adapter, à faire de la livraison à domicile, ont eu la possibilité effectivement de limiter les dégâts. Des personnes qui d'un seul coup se sont lancées sur la production de tous les verres, tous les plexis pour pouvoir faire des barrières au Covid, que ce soit dans les magasins, dans les banques, dans les grandes surfaces, ont aussi du coup saisi l'opportunité de cette activité-là dans ce chaos. Alors, je regarde ce que vous avez mis. Vision à long terme. Effectivement, Charlie, si on est uniquement sur voilà, qu'est-ce qui se passe là tout de suite maintenant, mais c'est quoi la vision à long terme? Comment je peux m'adapter aussi à long terme et ça veut dire quoi, ce qui vient de se passer là maintenant sur le long terme? Il y a une question que j'utilise parfois en coaching aussi, c'est lorsqu'une personne vient avec quelque chose où elle est submergée par les émotions, c'est OK, dans 10 ans, comment est-ce que tu verras cette situation-là? Quel regard est-ce que tu auras? Et d'un seul coup, ça peut permettre aussi de désamorcer un petit peu la charge émotionnelle. Accepter, effectivement, plutôt que de rentrer en résistance, surtout lorsqu'on n'a pas la main. Transformer un événement en opportunité, voilà, et savoir rebondir dessus. Ça, c'est véritablement le fondement de la résilience, de l'agilité, de cette flexibilité. Perception générationnelle face aux événements de la vie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Frédéric? C'est un peu funeste ce que je vais dire. J'ai perdu ma mère quand elle avait 59 ans et moi 32. Ma compagne a perdu sa mère à 56 ans, elle en avait 31. Mes parents avaient plutôt une perception, on va dire, fourmi, et ses parents, elle aussi, fourmi. Et du coup, on est devenu un peu cigale à se dire, mais à quoi bon entasser un peu tous les bonheurs et peut-être d'autres choses à côté pour ne pas en profiter plus tard, parce que c'est l'impression que renvoyaient nos parents, nos grands-parents, des générations à faire des provisions. Et du coup, ça a changé quand même pas mal de choses dans l'organisation de nos devis. Oui, ça a changé la façon de voir les choses et donc d'agir aussi. Bien sûr. Exactement. Merci beaucoup pour ce partage et pour ta confiance. Effectivement, les événements de la vie peuvent aussi nous apporter finalement un changement dans notre perception des situations.
et l'opportunité du coup de profiter plutôt que de se dire, là dans ton exemple, de se dire, oh, ben, attends, on remettra plus tard. Non, 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 on remettra plus tard. Je lis aussi ce que mis Charlie. Le nom crise est emprunté par l'intermédiaire du latin crisis, du grec crisis, qui a d'abord le sens d'action, de faculté à choisir. Intéressant. Merci beaucoup, Charlie, pour ce partage. Merci. Alexia, je crois que ton micro est ouvert. Est-ce que tu souhaites partager quelque chose? Non, désolée, j'ai oublié de le couper. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci pour vos partages et ça fait sens parce qu'effectivement, on va voir aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, comment mieux comprendre les étapes du changement et notamment des changements qui ne sont pas prévus. C'est toujours plus simple de vivre le changement lorsqu'on l'a anticipé, qu'on l'a nous-mêmes décidé, lorsqu'on est nous-mêmes acteurs de ce changement. Donc, comprendre effectivement toutes ces étapes du changement, comprendre aussi les freins qui sont associés. Là, on voyait tout à l'heure effectivement pouvoir accepter, ne pas être en résistance. Oser, donc ne pas être dans la peur de. Faire appel aussi aux neurosciences pour mieux aborder les situations nouvelles. Les neurosciences permettent de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau lorsqu'on est face à des situations nouvelles, comment est-ce qu'on réagit par automatisme lorsqu'on est dans notre pilote automatique, mais lorsque notre cerveau finalement est confronté à une situation qu'il ne connaît pas, ça génère souvent du stress parce que le pilote automatique ne sait pas faire dans cette situation nouvelle. Et donc, comment est-ce qu'on bascule pour pouvoir véritablement s'adapter à la situation? Et ça, on est bien équipé. On est plutôt bien équipé et plus on comprend comment notre cerveau fonctionne, plus on peut être encore plus, muscler cette fonction d'adaptation. Donc, on va regarder ça ensemble d'un point de vue neuroscientifique aussi. Et donc, on fera effectivement des exercices de plasticité neuronale. Donc là, j'aurai besoin d'une personne qui acceptera de jouer le jeu. On comprendra aussi comment est-ce qu'on peut développer cette capacité à apprendre, qui est, à mon sens, la compétence sur laquelle capitaliser. Je pense que l'analphabète du XXe siècle, c'était celui qui ne savait pas lire et écrire. L'analphabète du XXIe siècle, c'est celui qui ne sait pas apprendre à désapprendre pour réapprendre. Donc, il y a vraiment une nouvelle attitude, un nouveau mode de fonctionnement à adopter, de nouveaux automatismes. Et puis, pour finir, comment est-ce qu'on peut développer davantage une vision optimiste de la vie? Parce qu'effectivement, il y a des chocs, il y a des situations sur lesquelles on ne maîtrise pas. Que ce soit dans nos microcosmes de vie personnelle ou d'un point de vue société ou d'un point de vue mondial, ça arrive, c'est arrivé, ça arrivera toujours. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement reprendre le chemin de la croissance et de réenvisager un futur qui nous donne envie de pouvoir évoluer et avancer. Voilà pour le programme. Et on commence tout d'abord effectivement avec cette courbe que l'on appelle courbe du deuil ou courbe du changement, qui a été conçue, créée, en tout cas réalisée par une psychologue qui s'appelait Kübler-Ross et qui en fait retrace les étapes par lesquelles on peut passer après un choc, après par exemple effectivement une annonce de licenciement, après le décès d'une personne qui nous est proche, après le fait qu'on puisse nous annoncer qu'il y a une décision d'un point de vue santé médicale qui est importante, qui est impactante, après le fait de nous annoncer que finalement vous partez en vacances et que ce sont les seules vacances après 5 ans sans avoir pris de vacances et puis finalement tout est annulé, les vols sont coupés et puis il y a une pandémie mondiale. Donc ce sont tous ces chocs qui arrivent à un moment donné lorsqu'on n'est pas préparé. Et qui viennent à l'encontre de ce qu'on avait prévu, nous, ce qu'on avait schématisé. Nous, c'était pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Donc, c'est le choc. La première étape, en général, c'est cette étape de déni. Ah non, c'est pas vrai, ça n'arrive pas, c'est pas possible, ça ne m'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'y crois pas, je suis en plein cauchemar, pincez-moi. Vous savez, toutes ces petites réactions que l'on peut avoir. Donc, il y a le déni, de refuser d'admettre cette situation. Et puis ensuite, on peut passer par la colère. Donc, toutes ces étapes, le déni ou la colère, on est dans des énergies encore assez hautes. La colère, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas possible, c'était pas comme ça que ça devait se passer, je ne suis pas content, c'est un obstacle dans ce que j'avais prévu de faire, et puis comment ça va se passer dans ma vie, et puis que vont dire les autres, et puis donc c'est, voilà, tout ce qui sort et qui est encore très énergique. Et puis,
Après la colère, on peut passer par la négociation. Non, mais en fait, bon, si on fait comme ça et plutôt comme ça, non, on peut peut-être faire comme ça. Et puis non, le licenciement, non, moi je vais prendre un avocat et puis finalement, je vais essayer de négocier le fait de pouvoir sortir d'une autre façon, de rebondir. Donc c'est là, on négocie, alors avec soi ou avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs, parfois. Et puis plus on avance, plus là, l'énergie redescend. Et là, on rentre dans une phase dépressive ou de tristesse. Et là, en général, lorsqu'on est dans une phase de tristesse, l'énergie, elle est vraiment à plat. Et donc là, c'est plutôt le sentiment d'avoir perdu quelque chose, le sentiment de ne plus avoir, le sentiment qu'il nous manque quelque chose, d'un manque. Et en général, c'est plutôt le repli sur soi. D'ailleurs, quand on est triste, soit on a un repli sur soi, soit on a besoin d'être accueilli, d'être sécurisé. On peut appeler une personne à qui on a extrêmement confiance pour pouvoir nous consoler. Donc, il y a un besoin qui est vraiment d'être accueilli, d'être sécurisé, d'être rassuré. OK, j'ai perdu mon travail, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire pour payer mes factures et comment je vais faire? Moi, j'adorais ce travail. Et est-ce que je vais savoir rebondir? Et dans ce contexte actuel, est-ce que c'est pas compliqué? Et puis finalement, j'ai 45 ans. Est-ce que je suis pas trop vieille ou trop vieux? Tout ce qui peut se passer, effectivement, et les questions que l'on peut se poser. Et seulement après être passé par là, on peut envisager l'acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on trouve ça normal et qu'on cautionne ce qui s'est passé, mais ça veut juste dire j'accepte que je ne peux pas changer ce qui s'est passé. J'accepte que ça s'est produit. J'accepte que je ne peux plus revenir en arrière. Et j'accepte le fait que maintenant, c'est en gros, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui s'est passé? Ce sur quoi, finalement, j'ai la main. Parce que ça s'est produit, j'ai pas la main dessus, je peux pas le changer. Mais OK, ça s'est produit. Et à partir de là, on peut réenvisager un futur. On peut réenvisager une situation nouvelle. Et donc, à partir de là, on peut aller rentrer dans l'expérimentation, d'aller tester, d'aller rechercher, d'aller chercher, par exemple, un coach avec lequel échanger ou un ami proche. OK, là, il m'est arrivé cette situation. J'aimerais bien tester ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Et commencer à envisager les choses avant d'entrer dans, effectivement, la phase de décision. OK, là, il s'est passé ça. Ça m'a mis un choc. J'ai accepté. J'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire avec cette situation maintenant qu'elle s'est produite? Qu'est-ce qui pourrait me plaire? Comment est-ce que je peux réenvisager ma vie? Qu'est-ce que je vais devoir changer? Qu'est-ce que je peux tester? Et à partir de là, je prends une décision. Et une fois que j'ai pris une décision, je m'engage dans ma nouvelle voie. Donc tout ça, ce sont des phases qui ont été identifiées par cette psychologue. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de passer par toutes ces phases-là et que c'est linéaire, c'est-à-dire qu'on peut arriver à l'acceptation et puis revenir sur la tristesse, revenir sur la colère, puis réaccepter. Donc, il peut y avoir des va-et-vient qui reprennent entre acceptation et tristesse et négociation et colère. Donc, il peut y avoir où on revient en arrière et puis ensuite on avance, on accepte et puis finalement on revient en arrière. Autre point important, c'est qu'on est tous différents par rapport à l'évolution de cette courbe de deuil ou du changement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent rester beaucoup plus longtemps peut-être en colère, d'autres qui vont rester moins longtemps en colère, mais qui vont entrer peut-être dans une tristesse plus longue. Une tristesse qui se rallonge, on peut rentrer dans une phase de dépression. Ensuite, par contre, ceux qui ont peut-être fait un travail de lâcher prise, d'acceptation déjà dans leur vie peuvent aller très rapidement vers l'acceptation. Et donc, le temps entre le choc et l'acceptation est beaucoup plus court. Donc, plus on est capable de, savoir accueillir ses émotions, parce qu'elles viennent vous dire quelque chose. Lorsqu'on est en colère, c'est parce qu'on se retrouve face à un obstacle pour pouvoir atteindre ce qu'on voulait atteindre ou faire ce qu'on voulait faire ou envisager quelque chose. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qu'on n'avait pas imaginé qui vient se mettre en travers de notre route. La tristesse, c'est le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Donc, tout ça, ce sont des émotions c'est juste humain. Par contre, c'est combien de temps j'y passe. La vraie question d'ailleurs dans l'intelligence émotionnelle, elle est là, c'est on accepte les émotions. Par contre, une émotion, elle a une vocation à être temporaire. Plus on fait perdurer une émotion par le biais de la rumination, par exemple, ah non mais c'est pas possible, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça, et puis pourquoi on m'a licencié, et puis c'est ce que j'ai dit là à ce moment-là, et puis si j'avais eu un manager comme ça, et puis vous voyez le genre de rumination que l'on peut se faire une journée, puis une autre, puis une semaine plus tard, puis un mois plus tard, et puis 6 mois plus tard, on est encore dans ce schéma-là. Tant qu'on est dans cette rumination, on est dans le passé. On n'est pas dans l'acceptation et encore moins dans le futur, dans le projet futur. Question de Frédéric. Un rouge disque va-t-il traverser plus vite ou bypasser et un bleu disque
traînailler au fond de la baignoire. Bonne question, Frédéric. Je dirais que le rouge, selon moi, hein, je me trompe peut-être, hein, c'est la première fois qu'on me pose cette question par rapport à la courbe du changement. Selon mon expérience, je dirais que le rouge peut peut-être avoir une vitesse de frappe plus rapide sur objectif. Le rouge, il ne faut pas oublier que ce qui l'intéresse, ce sont les objectifs, atteindre ses objectifs. Donc le rouge, il peut passer, et les émotions du rouge, elles peuvent être liées à la colère, à la frustration. Donc le rouge, il peut aller être en colère parce que d'un seul coup, il a un obstacle. Et puis très, très rapidement, le rouge, il va foncer dans, OK, c'est quoi ma décision pour mon projet futur? OK, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? J'y vais, je fonce. Donc le rouge, il peut aller très très vite et bypasser certaines émotions au risque, et notamment par exemple la tristesse, où il ne va pas rester forcément très longtemps dans la tristesse, et au risque à un moment donné que ça lui explose en pleine figure. Le bleu, il peut y aller par étapes. Le bleu, les profils à dominance bleue, je ne vais pas étiqueter en disant le bleu, mais le profil à dominance bleue peut y aller vraiment en disant OK, donc là, on m'a dit que j'ai été licenciée. Donc, OK, dans ma vie, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Est-ce que j'ai les éléments pour peut-être négocier une transaction? Ou est-ce que j'ai, OK, financièrement, est-ce que je vais pouvoir gérer? Je vais aller voir du côté, par exemple, de Pôle emploi, quel est le temps que je vais avoir de carence? Est-ce que ça va pouvoir gérer? Qu'est-ce que je vais dire exactement à ma femme, à mes enfants ou à mon mari? Comment ça... Donc, le bleu, il va plutôt séquencer et organiser tout ça. Et attention, parce qu'effectivement, le risque, c'est qu'il soit dans le faire, dans les tâches et dans les séquences et dans les process pour passer toutes ces étapes-là et réenvisager un nouveau projet professionnel et être déconnecté de ses émotions. Ça peut être un peu le risque d'un profil qui a une dominance bleue. Le profil qui a une dominance vert, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers ateliers, les derniers webinaires du Summer Programme, je vous inviterai à regarder le replay sur motivation et connaissance de soi et vous comprendrez un petit peu mieux ces questions de couleur. Le profil à dominance vert, il va être vraiment dans je travaille sur moi. Qu'est-ce que je ressens? Il pourrait être comme ça. Hein. Qu'est-ce que je ressens? Ok, là, je ressens de la colère. J'ai besoin d'extérioriser. Je vais peut-être aller marcher, aller faire du sport pour pouvoir vraiment apaiser cette colère. Ensuite, quand je suis dans la tristesse, je vais prendre soin de moi aussi. J'ai besoin peut-être d'un moment là pour moi pour pouvoir mieux gérer cette émotion et prendre les choses étape par étape, mais tourner vers l'émotionnel. Tourner vers comment est-ce que je me sens bien et trouver mon équilibre et mon harmonie pour pouvoir franchir toutes ces étapes. Un profil à dominance jaune pourrait lui avoir besoin de solliciter beaucoup son entourage. Il vient lui arriver ça, il va en parler. Il va en parler tout de suite. Et qu'est-ce que tu en penses? Et regarde, c'est pas possible ce qui m'est arrivé. Le jaune extériorise beaucoup plus ses émotions. Donc, il va les vivre, ses émotions, contrairement au bleu ou au rouge qui peut les mettre sous le tapis. Mais du coup, il va s'entourer. Il va certainement avoir besoin davantage d'en parler aux autres. Et pour toutes les étapes, il va peut-être avoir besoin d'en parler aux autres d'ailleurs, de le faire collectivement. Voilà un petit peu la réponse que je peux apporter à ta très, très bonne question, Frédéric. Je te remercie. J'espère que ça y répond. Eh bien, complètement. Et je suis admiratif d'avoir vu le parcours du disque que tu viens de proposer. Et je vais refermer le micro, sinon je vais pleurer. Oh. Merci pour le challenge que tu viens de me donner. Je regarde aussi ce que disait Charlie, émotion, peur, colère, tristesse, invitation du cerveau au changement. Oui, ça invite le cerveau à se connecter, nos émotions, vraiment, et à se mouvoir d'ailleurs. Émotion, ça vient du latin. Je sais plus tout à l'heure qui parlait aussi de latin sur crise, c'est être movere, donc c'est se mettre en mouvement. Nos émotions nous permettent de nous mettre en action. Pour clarifier, pas de rapport entre les couleurs de la courbe et les couleurs du disque. C'est ce que dit. Bon, écoute, Dominique, en tout cas, moi, j'ai essayé d'imaginer avec les tempéraments. Dans le disque, chaque couleur a des émotions qui ressortent par rapport à son fonctionnement aussi. Donc, à voir. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit, n'est absolument pas vérifié scientifiquement, bien entendu. C'est mon interprétation. Quelles sont les résistances
que l'on peut percevoir effectivement, que l'on peut identifier face au changement. En gros, qu'est-ce qui nous empêche d'aborder le changement de manière positive? Ce qui pourrait être le cas, hein, puisqu'on est effectivement, nous sommes des êtres, et on le voit depuis des millions d'années, qui avons su nous adapter aux évolutions climatiques, aux évolutions conjoncturelles, structurelles, de vie. On le voit parfaitement, l'être humain est véritablement et notre physiologie et notre intelligence, on a montré en tout cas l'épreuve. Et pourtant, on a des résistances. On peut avoir des résistances qui sont psychologiques, l'anxiété liée au changement, c'est-à-dire on a un besoin de contrôle. Ma zone de confort, ma zone du connu, je la contrôle, je la maîtrise. Par contre, si tu changes des choses dans ma vie, moi, je sais pas. Moi, ce que j'aime, c'est ce que je sais faire. Parce que quand je sais faire, je sais que je contrôle, j'ai la main dessus. Et donc, ce qui peut apparaître et ce qui n'est pas stable, ça peut me désarmer. Et donc, je ne sais pas faire. Donc, psychologiquement, je me sens beaucoup plus en confort dans ma zone que je maîtrise et que je contrôle. Autre résistance identitaire. Qui je suis quand je ne suis plus ce que je suis en train de faire? Qui je suis quand je ne suis plus le chef de projet dans l'entreprise Veolia et que du jour au lendemain, on me licencie? Comment est-ce que je me présente? Moi, ça fait 10 ans que je me présente en tant que chef de projet chez Veolia et qui manage peut-être 15 personnes. Qui je suis quand je ne suis plus cette personne-là? Donc, il y a un aspect identitaire qui est fort. Et d'ailleurs, la langue française a un mot sur l'exercice de la fonction. Et pourtant, on utilise « je suis ». On pourrait dire « j'exerce le métier de chef de projet ». Et d'ailleurs, on le vivrait certainement mieux, ou en tout cas psychologiquement mieux, je dirais, sur le fait lorsqu'il y a des changements de métier, et notamment qu'on n'a pas souhaité. Donc, il y a résistance identitaire. Résistance collective, le regard des autres, l'influence des autres. Il y a un changement dans ma vie auquel j'étais pas prêt. Quel va être le regard des autres? Comment est-ce qu'on va me juger? On va me percevoir? Comment est-ce que ça va du coup me toucher, m'impacter? Résistance culturelle au changement. Lorsque l'on va, et si certains d'entre vous ont déjà été expatriés ou sont expatriés, on le voit très vite lorsqu'on intègre une nouvelle culture et qu'on doit s'adapter à une nouvelle culture. Il y a tout ce qui est connu, tout ce qui est concret et palpable, et puis il y a tout ce qui est entre les lignes finalement, qui nous permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle société, le fonctionnement de cette nouvelle culture sur laquelle on doit s'adapter aussi. Et donc là, encore une fois, on peut avoir cette tendance à dire, mais attends, nous en France, on fait comme ça. En France, et les Français, ils sont comme ça. Nous, on fait ça et c'est mieux. Et puis, résistance cognitive, c'est aussi cette peur de se dire, mais attends, là, je maîtrise, je connais, je suis dans mon confort parce que je sais faire. Si d'un seul coup, il y a une réorganisation au sein de ma société, est-ce que je suis sûre d'être toujours bon et d'être reconnu comme bon comme je le suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais devoir apprendre? Est-ce que je vais réussir à apprendre dans le temps imparti? Quelles sont les compétences nécessaires? Donc ça aussi, ce sont des résistances que l'on peut avoir sur le changement. Ce qui rejoint aussi mon évocation, je lis le chat, ce qui rejoint aussi mon évocation de mardi, la rencontre, une philosophie de Charles Pépin, aller vers l'autre, un risque d'apprendre. Oh oui. Et merci d'ailleurs beaucoup pour cette suggestion que tu avais faite, Frédéric. Et comme j'avais dit, je crois vraiment que c'est lui, et je n'ai pas vérifié encore, qui a écrit sur la confiance en soi, il me semble. Donc, petite question, maintenant que j'ai à vous poser, pensez à des changements ou des gros changements, de changements importants ou envie de changement à venir que vous avez déjà en tête. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont les peurs qui peuvent émerger sur ces gros changements? Ça peut être soit un changement à venir, soit des changements auxquels vous avez fait face dans le passé. Quelles sont les peurs qui peuvent bloquer ou reporter, décaler, du coup, les changements? Peur de l'inconnu. Oui, Charlie. Peur de ne pas y arriver, tout à fait. Peur de perdre la motivation en cours de route. Oui, aussi, complètement, Dominique. Ce qui nous motive à un moment donné, mais qui, à un moment donné, pourrait ne plus être suffisante pour continuer d'avancer.
Nos croyances limitantes. Oui. Peur d'échouer, tout à fait. Peur de la réorganisation nécessaire autour de soi, impact sur les autres. Oui, tout à fait, Amélie. Je donnais l'exemple tout à l'heure par exemple, de l'expatriation. Il y a quelques années, je suis partie vivre au Brésil pendant 2 ans et demi. Et effectivement, si on me disait demain, Julienne, tu refais, ouh là là, je suis fatiguée rien qu'à l'idée d'imaginer tout ce que j'ai dû faire à l'époque. Donc oui, peur de la réorganisation nécessaire autour de soi. Bien sûr, ce sont des peurs qui peuvent soit nous empêcher soit en tout cas reporter le projet. Les démons aux petites voix intérieures depuis l'enfance. Oui, tu as eu 18, 20, c'était mieux. Oui. Et du coup, la peur de ne pas être parfait, peut-être qui est derrière tout ça. Frédéric, si tu as dans tes drivers le soit parfait, ça peut... Exactement, j'ai fait ça avec une consultante de chez CSP, rue de Châteaudun à Paris, avec les 5 thèmes aussi. Driver. Exactement, voilà. Soit Tout à fait. parfait, soit juste, soit, je me rappelle plus exactement. C'est ça. C'est Mais soit complètement sur parfait, ce thème. voilà, soit parfait, soit fort, soit gentil, soit parfait, soit fort, soit gentil. Mince, il y en a 2 autres. Soit parfait, soit fort, soit gentil. Que ça me reviendra. C'est les 5 drivers qui font et qui en général dès l'enfance qui nous sont plantés comme ça par nos parents ou en tout cas les personnes à qui on donne une légitimité et qui viennent driver notre vie après dans le futur de manière complètement inconsciente. Complètement. La peur du rejet, oui. Si je fais ça, si j'envisage ça, la peur d'être jeté. Repartir en arrière, la peur de repartir en arrière, oui. Perte de confort, reprendre une carrière, une vie. L'humiliation. Fais plaisir et dépêche-toi. Merci beaucoup, Mohamed. Exactement. C'est soit fort, soit parfaite, soit gentil. Alors, soit gentil ou fais plaisir, je crois que c'est le même. Dépêche-toi. Dépêche-toi, ouais. C'est ça. Hein. Et il m'en manque peut-être un. Effectivement, ce sont les drivers. Merci beaucoup. Sois parfait, fais plaisir, sois fort, fais des efforts. Fais des efforts et dépêche-toi. Merci beaucoup. Ça, je vous encouragerai, je vous enverrai avec les slides quelques notes sur les drivers. C'est très intéressant. Ok, donc effectivement, il y a toutes ces peurs qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant sur nos projets, qui soit nous freinent, soit nous empêchent, soit retardent effectivement le projet. Peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres, peur d'échouer, vous l'avez dit, peur de ne pas savoir faire, vous l'avez dit, peur de perdre quelque chose aussi. Souvent, lorsqu'il y a des réorganisations dans une entreprise, la première chose, et c'est très personnel, et puis c'est très reptilien dans le sens où d'un seul coup, c'est une question un peu de survie. Qu'est-ce que je vais perdre? Est-ce qu'on va me retirer des responsabilités? Est-ce qu'on va me retirer un périmètre d'action? Est-ce qu'on va me retirer une certaine autonomie? Lorsqu'il y a un changement de dirigeant, de manager, on a notre réflexe humain, c'est vraiment tout de suite, qu'est-ce que je vais perdre? Peur de ne pas être reconnu, peur de se perdre aussi, parfois, dans certaines situations, peur de ne pas tout maîtriser. Donc effectivement, toutes ces peurs, elles peuvent nous limiter et elles peuvent nous empêcher d'agir, nous bloquer dans notre action. Or, cette peur, c'est vraiment une étape essentielle pour pouvoir arriver à l'épanouissement. Et là, dans cette image, c'est comprendre où se trouve votre zone dite de confort, que je préfère appeler d'ailleurs zone du connu, parce que parfois, elle n'est pas du tout confortable. On est dans un poste sur lequel on n'est pas à l'aise, soit on adore ce qu'on fait, mais on est dans un environnement d'entreprise qui n'est pas du tout favorisant, qui n'est pas forcément bienveillant, qui peut être toxique ou autre, mais on y reste. On y reste parce que peur du changement, peur de prendre des risques, peur du regard des autres, peur de l'échec. Et donc, on va y rester. Donc, c'est pas si confortable que ça. Par contre, on maîtrise. C'est connu. Donc, on y reste. Par contre, si on veut sortir de cette zone du connu, on passe par la peur. Sauf si effectivement on ne change pas grand-chose. En général, lorsqu'on a des ambitions qui sont suffisamment importantes, ça nous met des petits papillons dans le ventre, de petites angoisses, de petites peurs, et si on n'y arrive pas, et si on n'est pas suffisamment prêt, et si ça se passe pas comme on voulait. Donc ça, ce sont des peurs.
Et la peur, elle peut être effectivement liée à un manque de confiance en soi, peur du regard des autres, le fait de se trouver des excuses. Mais c'est l'étape essentielle. C'est une étape qui va nous permettre d'aller directement dans la zone d'apprentissage, celle où on se dit, bon, bah, OK, on va relever des nouveaux défis, on va développer de nouvelles compétences, on va se former sur ça, on va aller apprendre de certaines personnes qui, elles, l'ont déjà fait. On va aller solutionner peut-être des problèmes qui étaient là, des petits obstacles, et on va les contourner ou on va les surmonter. Et puis, au fur et à mesure, on va élargir cette zone du connu. Notre zone du connu qui était peut-être de cette taille-là, comme vous le voyez sur l'image, elle va grandir et elle va grandir. C'est comme notre réseau. Lorsqu'on travaille du réseau, notre réseau, on ne sort pas de notre cercle réseau. Finalement, on l'élargit. Travailler son réseau, c'est permettre à notre cercle de s'élargir pour inclure de nouvelles personnes. Là, c'est exactement la même chose. Et une fois que vous avez franchi cette zone d'apprentissage, vous arrivez enfin à votre zone d'épanouissement, zone de performance, où vous êtes aligné avec vous-même, où vous atteignez, où vous vivez vos rêves. Vous avez ce sentiment de liberté, de réalisation, d'épanouissement. Vous avez la possibilité à nouveau de définir de nouveaux objectifs parce que finalement, maintenant, votre zone de confort, c'est toute cette zone verte. Et donc, la zone de peur, elle est encore au-delà de tout ça. Et on a la possibilité tout au long de notre vie de faire grandir de manière illimitée, finalement, cette zone du connu. Et il tient qu'à nous d'aller challenger, de se challenger pour pouvoir évoluer. Plus vous prenez des objectifs ambitieux, le conseil que je peux vous donner, c'est de les séquencer. Plus l'objectif est grand, plus il peut être impressionnant, plus il peut être risqué, plus il vous fait peur, plus si vous le séquencez, vous allez identifier les petites étapes qui vont vous permettre de l'atteindre. Et effectivement, lorsque vous avez franchi la première étape, vous ne serez déjà plus sur la ligne de départ. Vous rapprocherez petit à petit de la ligne d'arrivée. Il y a une expression qu'un coach m'avait dit une fois, c'est un éléphant, ça se mange par petits morceaux. Et ben c'est ça, l'éléphant, c'est vos rêves, vos objectifs de vie personnelle ou professionnelle. Allez-y par petites bouchées et au fur et à mesure, vous verrez qu'il ne vous restera pas grand-chose avant d'arriver à l'engloutir complètement. Comment est-ce que ça résonne chez vous? Comment est-ce que ça résonne? Ou peut-être où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Dans quelle zone vous êtes actuellement? Apprentissage, super. Donc Charlie, tu as déjà franchi la zone de peur, tu l'as enjambée. Zone d'apprentissage aussi pour Amélie, super. Bravo à vous. Les zones de peur, ok. Donc là, il y a encore une étape à franchir, mais bravo, parce que si tu es dans la zone de peur, c'est que tu as déjà franchi la barrière, déjà sorti de ta zone de confort. Bravo. Apprentissage, zone de peur. Si vous êtes dans la zone de peur, c'est que vous avez déjà fait un pas à l'extérieur de votre zone de confort. Donc bravo déjà pour faire ça. Zone de performance, Thomas, super. Et qui pourrait devenir une zone de confort. C'est ça le challenge. Bravo. Quelques allers-retours, Frédéric. Ça arrive et c'est OK en fait. Il n'y a pas de chemin tout tracé et dicté. On ne vit pas tous dans les mêmes situations, les mêmes contextes de vie. On n'a pas tous les mêmes contextes de vie. On n'a pas tous les mêmes drivers aussi. Et donc, effectivement, c'est OK. Et chacun son rythme. Deux, c'est OK parfois de faire des allers-retours. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un aller. Et donc, OK, on peut faire un pas en arrière, mais après, peut-être 2 pas en avant. Et c'est OK comme ça. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc, effectivement, je vous le disais en introduction, comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette gestion de ces peurs, de ce stress qui peut intervenir lorsqu'on est dans des situations nouvelles. Notre machine extraordinaire, c'est notre cerveau, c'est notre meilleur ami. Autant il peut favoriser le fait de rester dans notre zone de confort, on le sait bien. Notre cerveau a une partie un peu feignante, mais qui est liée à son fonctionnement. Notre cerveau, en fait, est l'organe de notre corps qui utilise le plus d'énergie.
Et sauf que sa vocation à lui, c'est de conserver un maximum d'énergie au cas où on serait dans une situation qui porterait atteinte à notre survie. Et donc, c'est pour ça qu'une majorité de nos comportements, de notre manière de fonctionner, de nos réactions émotionnelles sont en mode pilote automatique. Une grosse partie. Sauf que lorsqu'il arrive une situation nouvelle que l'on n'a jamais expérimentée, le pilote automatique, il ne fonctionne pas toujours. Et lorsque le pilote automatique essaye de faire quelque chose sur une situation nouvelle et que ça ne fonctionne pas, il envoie une alerte, un signal d'alarme directement en disant warning, warning, ce qui génère du stress, bien sûr. Et donc, du coup, soit la réaction, c'est la lutte, la fuite ou l'inhibition. Je ne fais rien, je ne bouge pas, je reste paralysée en espérant que le lion qui passe à côté de moi ne me voit pas et ne me mange pas. Par contre, ce qui se passe lorsqu'il y a une situation nouvelle, c'est qu'on a cette dernière partie du cerveau quand je dis dernière partie, c'est celle qui a été développée en dernier dans notre cerveau, qui s'appelle le cortex préfrontal. Et cette petite partie du cerveau qui est vraiment là, juste derrière notre front, elle nous permet de nous adapter en fonction du contexte, de nos besoins et des buts que nous poursuivons. Et donc, lorsqu'il y a des situations nouvelles, elle va aller utiliser l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face à cette situation, pouvoir adapter notre réponse à la situation, pouvoir planifier ou orchestrer des actions face à cette situation et pour pouvoir continuer d'atteindre notre objectif. Donc ça, c'est un petit peu notre organe, je dirais, magique. Sauf que, effectivement, on ne peut pas passer nos journées à être dans notre cortex préfrontal parce que sinon, ça nous épuiserait. Je donnais l'exemple ce matin à Frédéric. Je fais, imaginez-vous, alors si vous ne parlez pas, bien sûr, si vous n'êtes jamais allé en Chine et que vous ne parlez pas le mandarin, mais imaginez-vous partir en Chine et vous retrouver au milieu d'une rue que vous ne connaissez pas, sans parler le mandarin et devoir vous retrouver à retrouver votre chemin pour aller à votre hôtel ou aller quelque part ou essayer de suivre une conversation avec une personne alors que vous parlez quelques mots de mandarin. En général, au bout de quelques heures, on se sent épuisé. Pourquoi? Parce que là, on a basculé tellement en préfrontal qu'on est dans situation nouvelle. Comment je gère? Comment je capte? Et donc là, notre cerveau, il est connecté à 1000% sur ce qui est en train de se passer pour pouvoir le digérer et savoir quelle réaction il doit avoir par rapport à cette situation. Donc voilà pourquoi le cortex préfrontal n'est pas aussi souvent que ça utilisé, parce qu'il consomme beaucoup d'énergie et que notre cerveau veut conserver l'énergie au cas où effectivement on se retrouverait nez à nez avec un mammouth, ce qui peut arriver dans les couloirs de notre travail. Question. Identifier un problème à résoudre ou un objectif à atteindre qui soit suffisamment important, qui vous remue, qui vient peut-être vous mettre un petit peu des petits papillons au sens, ça vous fait un peu peur dans l'estomac. Quelque chose qui est suffisamment important. Et là, je vous invite à le noter, véritablement à l'écrire, soit sur votre ordinateur, soit sur un papier. Un problème à résoudre, un objectif à atteindre qui vous chamboule pas mal, quitte à ce que ce soit quelque chose qui même perturbe un peu vos nuits ou vos conversations dans votre entourage. Enfin, c'est quelque chose qui revient, qui occupe pas mal votre esprit. Ça peut être personnel ou professionnel. Là, je ne vous demande pas bien sûr de l'évoquer, notez-le. OK. Maintenant que vous avez identifié ce problème, je vais vous inviter à identifier 3 personnalités ou personnages, ou ça peut être un membre de votre famille, un membre de vos amis, quelqu'un en qui vous pourriez demander des conseils par rapport à votre objectif ou votre problème, votre problématique. Donc là, je vous ai mis effectivement Thomas Pesquet, le Dalai Lama, Nelson Mandela, le doc dans Retour vers le futur, un Bill Gates, un maître Yoda, une Florence Artaud, Rosa Parks, Marie Curie, Einstein. Vous pouvez aller puiser ou chez eux ou dans votre créativité, dans vos idées. 3 personnalités, personnages, ça peut être aussi Oncle Picsou et Obi-Wan Kenobi, enfin vraiment aller chercher qui vous avez envie de trouver, 3 personnages. Notez le nom de ces personnages et à côté du nom,
Mettez-vous vraiment à leur place, dans leur manière de fonctionner, dans leur manière de voir les choses, dans qui ils sont, dans leur personnalité, comme si vous étiez dans leur basket. Écrivez le conseil qu'ils pourraient vous donner par rapport à votre problématique. Donc voilà, je suis par exemple Rosa Parks. Je suis dans les baskets de Rosa Parks en ayant conscience de ce que je connais, de ce qu'elle a vécu. Quel conseil je donnerais à Julienne par rapport à sa problématique? Donc là, c'est l'exercice que je vous invite à faire. Je vais vous laisser à peu près 6 minutes pour pouvoir vraiment vous mettre dans les baskets de chacun des personnages que vous avez identifiés, ou personnalités ou personnes que vous connaissez. Et quel est le conseil que vous donneriez à un Frédéric, à un Mohamed, à une Anaïs, chacun d'entre vous qui est présent. C'est clair pour vous la demande? Ouais. Oui. Voilà. Eh ben, je vous laisse 6 minutes pour trouver vos 3 personnages, personnalités. Et puis ensuite, vous mettre dans leur basket. Prenez le temps vraiment d'être ancré en eux avec tout ce que vous savez d'eux, de leur personnalité, de leur façon de voir les choses, de ce qu'ils ont déjà réalisé. Et hop, écrivez le conseil qu'ils pourraient vous donner. Ça peut être vos mentors. Oui, Mickaël.
Je vous laisse mettre dans le chat une fois que c'est OK pour vous, une fois que vous avez vos 3 conseils. OK. Yoda, tout chemin commence par le premier pas. Merci, maître. Effectivement, je ne sais plus qu'une fois qui est-ce qui disait, mais même la grande muraille de Chine, elle a commencé par une première pierre. Même un marathon, un Ironman commence par un premier pas. Et parfois, on regarde, on est au pied de la montagne, on regarde le sommet de la montagne, on se dit, mais j'y arriverai pas, c'est impossible. Par contre, lorsqu'on envisage chaque étape de la montagne, de l'ascension de la montagne, ça devient plus envisageable, plus faisable. Et notre cerveau l'envisage. Et si tu te renseignais pour une formation, chaque problème a sa solution, l'homme crée le problème. Il n'y a que des solutions. La tristesse mène à la colère mène à la haine mène au côté obscur. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. J'aime beaucoup cette citation de Sénèque, tout à fait. Aime Potasse sans souffrir. Mais Marty, c'est parce que tu résonnes en 3 dimensions, voix plus grand. J'adore. Merci beaucoup Frédéric. Einstein, visualise ta réussite sur un rayon de lumière. J'adore. J'aime beaucoup vos partages. Mon grand-père, sois bienveillante avec toi-même. Oh oui. Bien sûr. Parfois, on peut être extrêmement critique avec soi-même, extrêmement exigeant et extrêmement critique. Et on se dit des choses qu'on ne dirait jamais, même à notre pire ennemi. The Rock, quand on est dos au mur, il n'y a nulle part où aller que face à soi, droit devant. Oui. C'est comme quand on arrive au fond du puits, on peut que remonter finalement. Merci pour vos partages. On va continuer. Gardez toujours cette problématique, ou cet objectif que vous avez en tête, et on va aller pareil, encore basculer du côté préfrontal. Ma consultante psy du travail m'avait fait réfléchir. Exigence, fermeté, dureté. Ça, c'est ce qu'on applique sur nous-mêmes, c'est ça? Souvent, hein. On continue de basculer. Ce premier exercice que vous venez de faire permet effectivement, tout à l'heure, on en parlait, prendre du recul, observer, prendre du recul. Là, c'est ce qu'on a fait. Lorsque vous vous mettez dans les baskets de quelqu'un d'autre pour regarder votre problématique, votre objectif, finalement, vous prenez une autre vision. Vous avez un autre point de vue, une autre vision, décorrélée aussi de ce que vous ressentez et de votre charge émotionnelle liée à la situation. Donc, ça vous permet de prendre du recul. Là, on va aller explorer aussi un autre outil qui s'appelle les chapeaux, les 6 chapeaux de Bono, qui est un outil qui est assez extraordinaire aussi pour séquencer finalement notre vision par rapport à une situation. Donc là aussi, toujours dans l'objectif de basculer en mode préfrontal, de ne pas être en pilote automatique et de foncer ou d'avoir cette alerte au stress qui finalement nous empêche de voir clairement les options possibles. Là, je vous invite à reprendre toujours votre objectif ou votre problématique. Et là, je vais vous donner encore 5 minutes pour pouvoir la regarder en mettant chaque chapeau. Donc, l'idée, c'est que, hop, vous mettez le chapeau blanc de la neutralité. Là, par rapport à votre situation, votre problématique, votre objectif, vous allez lister les faits, les chiffres, les informations factuelles, dénuées d'interprétation ou d'émotion. Uniquement la partie neutre. Ensuite, vous allez retirer ce chapeau blanc et vous allez mettre le chapeau rouge. Le chapeau rouge, ce sont les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi votre intuition par rapport à ce problème ou cet objectif? Quelles sont les émotions, les sentiments, les impressions, les pressentiments que vous avez par rapport à cette situation? Et ainsi de suite, vous allez utiliser, retirer et porter le chapeau et aborder votre problématique ou votre objectif avec la couleur du chapeau. Donc, vert pour créativité, noir pour pessimiste, et allez-y vraiment en exagérant.
Là, l'objectif, c'est on exagère au maximum. On y va et on couche sur le papier tout ce qui vous vient avec l'état d'être, l'état d'esprit du chapeau. Je vous laisse 5 minutes là, encore une fois. Vous êtes sur le même objectif ou même problématique. Je vous laisse mettre pareil dans le chat, une fois que vous avez terminé, mettre un petit OK.
OK. OK. Ça sont vraiment des outils, ces deux je vous ai, apportés qui peuvent vraiment vous permettre, lorsque vous rencontrez une situation compliquée, difficile, vous avez une décision à prendre, ou alors est intervenu un événement que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas et pourtant qui ne vous laisse pas le choix sur l'impact que ça a dans votre vie, à prendre ce temps-là pour pouvoir faire ces 2 exercices qui vous permettent vraiment de basculer en préfrontal, de désamorcer la charge émotionnelle et de pouvoir apporter une réponse qui sera adaptée, que vous allez pouvoir envisager pour le futur. Ça complète avantageusement pensée créative, bravo. Ah ben, on a tout a été parfaitement orchestré, n'est-ce pas Frédéric? Merci beaucoup. Donc oui, donc vous pouvez vraiment utiliser ces exercices, pareil pour la créativité, les chapeaux de Bono aussi sur la pensée créative, ça peut vraiment vous permettre de sortir d'être out of the box, quoi, vraiment de sortir de la pensée que l'on a un peu rigide, et aller voir d'autres façons de voir les choses. Super. Bon, je vais avancer. De toute façon, vous aurez ces slides et vous aurez la possibilité de poursuivre ça. Pour pouvoir vous transmettre là le reste du contenu du webinaire. Toujours pour bien comprendre cette bascule en préfrontal et comprendre comment notre cerveau peut véritablement agir pour nous. Et donc, comment est-ce qu'on peut d'autant plus mieux le comprendre, mieux le connaître pour pouvoir savoir mieux en faire usage. Au sein de notre cerveau, on a ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Ces réseaux neuronaux nous permettent de nous adapter aux nouvelles situations. Le problème, c'est que plus vous allez avoir un comportement répété, un pilote automatique, plus un réseau neuronal, c'est-à-dire entre deux neurones, va être renforcé. C'est comme si c'était une autoroute sur laquelle on était tellement passé que finalement, les voitures automatiquement vont sur cette autoroute et ne prêtent pas les petites routes de campagne. Lorsqu'une situation nouvelle arrive et qu'on va prendre automatiquement l'autoroute, on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas une porte de sortie qui nous amène là où on voudrait aller pour faire face à cette situation nouvelle. Donc, on va devoir emprunter une nouvelle route, mais sur laquelle finalement, il n'y a pas encore une route de tracé, il n'y a pas du béton, donc on va peut-être devoir rouler dans le sable, ça va être un peu plus compliqué, ça va nous demander plus d'efforts, et puis personne n'est passé là avant nous, potentiellement. Donc, véritablement, ça va nous demander un effort. Si on ne repasse pas sur cette petite route suffisamment de fois, le chemin ne va pas se tracer et le risque, c'est qu'on revienne très facilement avec notre pilote automatique sur notre autoroute. Ce qui se passe, c'est que on a la possibilité de faire ces nouvelles routes et on a la possibilité d'adapter nos comportements à des situations nouvelles. Ça nous demande plus d'efforts, ce que je vous disais, le fait de basculer en préfrontal, mais on a l'habitude, on a la possibilité de faire. Notre cerveau nous le permet. Et plus on va faire l'effort de le faire, plus à partir d'un moment, ça va devenir quelque chose qui va être notre nouvelle autoroute. Je vous donnais l'exemple de la Chine. Vous partez vivre en Chine. Au début, ça va vous fatiguer, vous épuiser de passer vos journées à entendre du mandarin, à connecter avec des personnes nouvelles que vous ne connaissez pas, peut-être à travailler dans une nouvelle entreprise. Au fur et à mesure, ça va vous demander moins d'efforts et ça va entrer dans votre nouveau pilote automatique à tel point que vous allez réfléchir en mandarin, voire rêver en mandarin. Et ça, c'est quelque chose qui est possible tout au long de la vie. C'est-à-dire que nos neurones, de nouveaux neurones peuvent être produits tout au long de la vie, ce qu'on appelle la neurogénèse. Donc ça, c'est extraordinaire. Et plus on développe ça, plus on peut aussi on peut se permettre de pouvoir ralentir aussi certaines dégénérescences au niveau cérébral. Donc c'est vraiment un outil, plus on connaît, plus on va l'utiliser, plus on va pouvoir aussi favoriser notre vie et notre santé. Donc, comment est-ce qu'on développe cette plasticité neuronale? C'est vraiment c'est neuroplasticité, plasticité neuronale ou plasticité cérébrale. C'est vraiment quelque chose qui peut être fait au quotidien
par de simples petites actions. Ça peut être effectivement rencontrer de nouvelles personnes, mais attention, de nouvelles personnes qui peut-être font un métier qui est complètement différent de nôtre, qui ont un rythme de vie ou un contexte de vie complètement différent de nôtre, voire une religion complètement différente de nôtre, une culture différente de la nôtre, et c'est s'intéresser. Et c'est y aller vraiment avec la curiosité d'en savoir davantage, d'apprendre sur l'autre, d'apprendre de l'autre. Allez voir quelqu'un, si vous restez à être entre personnes qui travaillent dans la même entreprise, qui a fait le même diplôme, avec un même mode de vie, ben finalement, vous restez dans une zone du connu. Or, la plasticité neuronale peut se faire qu'à partir du moment où on sort de cette zone du connu. C'est aussi faire du sport, mais pas le même sport que vous faites tous les jours. C'est faire un sport qui est différent de ce que vous faites au quotidien. C'est aller tester, aller essayer de nouveaux sports, de nouvelles activités, de nouvelles passions, de nouvelles visites culturelles. C'est aller faire des choses nouvelles qui va vous faire basculer en préfrontal parce que c'est nouveau. Donc, à un moment donné, le cerveau, il dit « Oh, la pilote automatique, ça va pas fonctionner ici. » Donc, j'apprends. Donc, ça me demande plus d'énergie. Mais par contre, je muscle ma plasticité neuronale. C'est aussi potentiellement apprendre une nouvelle langue ou pratiquer un nouvel instrument de musique. C'est aussi jouer aux jeux vidéo. Alors, pour celle-ci, effectivement, j'ai évité de le dévoiler à mon fils de 15 ans. Mais jouer aux jeux vidéo, alors bien sûr, dans une limite de temps imparti, permet, et selon les jeux, permet de développer aussi notre plasticité neuronale. C'est aussi voyager dans des nouveaux pays ou nouvelles villes ou nouvelles régions, mais là où c'est complètement nouveau pour vous et vous avez tout à apprendre. Alors, lorsqu'on est dans un nouveau pays où on parle une autre langue, là, c'est vraiment, on met le niveau un peu plus haut. Mais plus vous allez faire des petites choses comme ça dans votre quotidien, plus vous allez vous-même travailler ces nouveaux chemins neuronaux. Et plus vous allez favoriser votre capacité à basculer en préfrontal lorsque ce sera non voulu dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Éviter les jeux pompe à dopamine. Et il y en a beaucoup. Oui, Charlie. Encore, la rencontre. Un risque. Arrêtons de commencer une rencontre par « Et toi, tu fais quoi ?» pour éviter les dogmes CSP qui coupent court sauf à connaître l'autre. Tout à fait. On peut demander, il y a des questions qui sont beaucoup plus créatives que l'on peut poser à des personnes que l'on rencontre nouvellement et qui permettent de rencontrer l'essence de la personne et de parler d'être humain à être humain plutôt que de juste rester sur la partie très superficielle de tu habites où, tu fais quoi dans la vie, tu as une famille, des enfants, mais ça peut être quel est ton rêve? Vous avez déjà posé la question à une personne que vous rencontrez comme ça, quel est ton rêve? De quoi tu as besoin? Alors, ça ressemble un petit peu à des questions de coach, je l'entends bien. Ou quel est le moment qui t'a ton le rêve, plus Julienne? marqué? Comment? Quel est ton rêve, Julienne? Quel est mon rêve? J'en ai plein. J'en ai plein. Je veux gravir le Kilimandjaro avec mon adolescent. Voilà, ça c'est un rêve. Je vous partagerai quand je le ferai. Et la date, ça serait bien 2024. Donc le challenge il met un peu la pression là. Merci pour la question. Ouais, que tu avais dit 2025 la semaine dernière. J'avais dit 2025, tu vois, je me mets encore, je rapproche encore. Ah, 2025, c'est la deadline, vraiment deadline. Je me dis que si je me mets 2024, au pire, je le fais en 2025, Frédéric. Merci. Merci à toi pour cette question. Donc voilà, vous pouvez utiliser effectivement d'autres questions et merci beaucoup d'avoir souligné ça pour pouvoir entrer en contact avec d'autres personnes. Là, vous êtes tous, vous participez donc à ce webinaire, vous avez la possibilité de noter le nom des personnes et pourquoi pas, après ce webinaire, leur envoyer un petit mail ou les appeler pour savoir, pour les connaître, pour connecter avec eux et qu'est-ce que tu en as pensé et toi, c'est quoi ton rêve? Vous pouvez vous poser la question comme ça. Saisissez une personne qui est dans le groupe et à lui demander c'est quoi ton rêve et puis à échanger avec elle. Qu'est-ce que tu fais ou quel est ton talent que peu de personnes connaissent, par exemple? Tout ça sont des questions qui effectivement permettent de se connecter. Donc ça, ce sont des choses simples et il peut y avoir des choses encore plus simples qui permettent de développer sa plasticité neuronale. Ça peut être se brosser les dents avec l'autre main. Pilote automatique, je me brosse les dents, je suis droitière, je brosse les dents avec la main droite. Essayez ce soir, brosser les dents avec l'autre main. Essayez de vous coucher de l'autre côté du lit. Essayez de faire quelque chose inversé dans votre routine matinale. Essayez chaque petite chose en fait que vous allez faire de manière différente va vous basculer en préfrontal. Plus vous allez muscler
votre plasticité neuronale, plus au moment où vous allez vivre des situations de vie qui sont brutales, vous allez être capable, vous rappelez la courbe du changement, être capable à accepter beaucoup plus rapidement parce que vous aurez musclé cette plasticité neuronale. Enfiler une veste par l'autre manche. Oui, merci Dominique. Tiens, j'ai jamais testé, je vais tester ça aussi. Et puis là, je vous propose un petit jeu. Je regarde, il est 14h17. Un petit jeu, et pour ça, j'aurais besoin d'une personne. Ça ne durera pas très longtemps. Qui est-ce qui est partant? Amélie? Super. OK. Alors, ça demande juste que tu ouvres ton micro. Et je vais t'inviter. Donc ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire en famille facilement. Ça peut être à table, ça peut être quelque chose qui peut être aussi très marrant. Je vais te demander, Amélie, de mettre tes yeux en l'air, donc en haut, en bas, à droite et à gauche. En le disant. Quand tu lèves tes yeux en haut, tu mets en haut, en bas, à droite, à gauche. En haut, en bas, à droite, à gauche. OK, plus rapidement. En haut, en bas, à droite, à gauche. Vas-y. En haut, en bas, à droite, à gauche. En haut, en bas, à droite, à gauche. En quelle année En haut, as-tu en ton bas, diplôme, à droite, à Amélie? gauche. 2 minutes. Continue. En haut, N'arrête en pas. bas, à droite, à gauche. En haut, en bas, à droite, à gauche. En haut, Quel en est bas, à le droite, dernier à chiffre gauche. de ton numéro de téléphone? 08. En haut, en bas, à droite, à gauche. En haut, en bas, Combien à as-tu de droite, à frères et gauche. sœurs? 2. En haut, à droite, en bas, à droite, à gauche. En haut, en bas, à droite, à gauche. Quelle est la date En d'aujourd'hui? haut, en bas, 13 juillet. À droite, à gauche. En haut, en bas, à droite, à gauche. À quelle En date haut, pars-tu en bas, vacances? 5 août. En haut, en bas, à droite, à gauche. En haut, en bas, à droite, à gauche. Merci Amélie. Ça, c'est un petit exercice tout simple qui permet effectivement de développer sa plasticité neuronale. Donc là encore, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Je l'ai fait faire à Frédéric, mon collègue cobaye au pôle carrière ce matin. Et il y a un autre exercice aussi excellent pour développer sa plasticité neuronale, c'est d'avoir la liste de l'alphabet devant les yeux et au-dessus de chaque lettre, d'avoir soit la lettre D, soit la lettre G, soit d'avoir le chiffre 2. Et en fait, lorsqu'il y a la lettre D, on lit la lettre en levant le bras droit. Lorsqu'il y a la lettre B et qu'au-dessus, il y a la lettre G, on lève le bras gauche. Lorsqu'il y a le chiffre 2, on lève les deux bras. Donc là, on va utiliser à la fois le fait de pouvoir le dire et le fait de pouvoir lever le bras droit, bras gauche, les deux bras. Et comme ça, et de le faire avec une rapidité et après de le faire en sens inverse de l'alphabet, de Z jusqu'à A. Et ça, ce sont des petits exercices qui sont assez drôles qu'on peut faire voilà, entre amis ou en famille ou entre collègues et qui permettent de développer notre plasticité neuronale. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez muscler et plus vous allez être paré pour pouvoir mieux affronter des situations que vous n'avez pas forcément prévu de vivre, qui sont impactantes et qui viennent déstabiliser aussi votre quotidien. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Amélie. Hop, je continue. Ici sur les slides. Comment est-ce qu'on peut développer la plasticité neuronale en entreprise? Du brainstorming. Hier, Frédéric a fait un superbe webinaire sur la pensée créative, donc avec énormément d'outils que vous pouvez utiliser. Le brainstorming en fait partie, bien entendu. Les ateliers aussi, tout ce qui est atelier de co-développement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de pouvoir amener un sujet. Donc, il y a vraiment une méthodologie au développement. J'amène un problème, un sujet, un objectif. Et puis, en face de moi, j'ai 6-8 personnes qui vont être là comme des consultants qui, au début, vont me poser des questions pour creuser et bien comprendre quelle est ma problématique. Et puis, qui ensuite, chacun, les uns après les autres, chacun va me donner un conseil par rapport à ma problématique, à ma situation. Ça permet vraiment, là encore une fois, de basculer en préfrontal, de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre et d'envisager mon problème, ma situation d'une manière différente. Autre activité qui est possible aussi, tout ce qui est vie ma vie. Donc là, c'est d'y aller vraiment physiquement et d'aller voir son collègue et dire, voilà, est-ce que aujourd'hui je peux passer 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée avec toi pour comprendre ton métier, comment tu fonctionnes. Et donc là, encore une fois, on apprend de nouvelles choses, on travaille notre plasticité neuronale, on travaille aussi notre capacité à apprendre à apprendre, qui est aussi une compétence clé
pour pouvoir s'adapter. Et donc ça, ce sont aussi des exercices qu'on ne fait pas tant que ça, en fait, qu'on n'utilise pas tant que ça, mais qui permettent aussi aux services de mieux communiquer entre eux. Lorsque je travaille au marketing et puis que je travaille beaucoup avec les commerciaux et que finalement, parfois, c'est un petit peu tendu, le fait pour moi d'être au market et d'aller passer peut-être une demi-journée, une journée avec mon collègue commercial peut me permettre de comprendre quels sont ses enjeux, quelles sont ses priorités et comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Donc, c'est aussi favorable pour le collectif. Justement, je parlais d'apprendre à apprendre. Pour ceux qui étaient là lors du premier webinaire de la série Summer Programme, je l'expliquais, on a 4 phases d'apprentissage. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Lorsque j'ai 9 ans, je ne sais pas que je ne sais pas conduire et je me pose même pas la question. C'est pas du tout dans mes priorités, dans mes choix de pensée. Ça me vient pas à l'idée. Je suis manager d'une équipe, peut-être que je suis pas très compétent à donner des feedbacks. Si on me l'a jamais dit, je me rends peut-être même pas compte que je n'ai pas cette compétence. Donc, je suis incompétent, inconscient. En général, dans cette phase-là, c'est pas forcément inconfortable. On sait pas qu'on sait pas et on n'a jamais été confronté à une situation qui nous demandait de le savoir. La deuxième phase, l'incompétence consciente, commence à être inconfortable, c'est-à-dire je prends conscience que je ne sais pas faire quelque chose. Je prends conscience que j'ai peut-être 16 ans ou 17 ans, que j'aimerais aller dans une sortie, une fête avec mes copains, mais par contre, j'ai pas de transport pour y aller. Ça serait mieux si j'avais déjà 18 ans et que j'avais mon permis de conduire et une voiture pour pouvoir y aller. C'est inconfortable. Je suis manager, on commence à me faire des feedbacks en me disant justement que je donne pas suffisamment de reconnaissance, pas suffisamment de feedback, et je commence à voir que ça démotive mon équipe. Donc là, ça vient me chercher. La troisième phase, c'est OK, j'ai pris conscience que je ne savais pas faire et je commence à apprendre, je commence à me former pour pouvoir m'améliorer. Donc là, je sais que je sais. Je commence à apprendre petit à petit, je commence à mettre en pratique, ça me demande un effort et je vais répéter, je vais mettre en pratique ce que je suis en train d'apprendre peut-être en théorie et je commence à donner du feedback à mes équipes, je commence à les solliciter, je commence à donner de la reconnaissance, je commence à être davantage et je vois les réactions que ça engendre aussi, mais moi, c'est pas encore mon pilote automatique, c'est pas encore naturel. Donc, c'est fatigant, ça me demande un effort. Et puis enfin, plus j'aurais mis en pratique et plus j'aurais vu en plus de résultats positifs, plus ça va commencer à entrer dans mon pilote automatique. Et là, je commence à entrer dans le « je ne sais plus que je sais ». Je le fais naturellement. Ah, et puis ça peut être 10 ans après, dans une autre structure, on me remercie parce que je suis un manager qui donne du feedback et c'est super parce que ça engage les équipes. Et je me rends même plus compte que je le fais. Ça devient naturel chez moi. Donc ça, c'est vraiment les étapes d'apprentissage. Elles sont plus ou moins longues pour chacun d'entre nous. Et puis, ça dépend aussi ce qu'on est en train d'apprendre. Est-ce que le gap entre de là où je démarre et ce que je veux atteindre est extrêmement long? Donc, ça peut prendre plus de temps. Lorsqu'on travaille sur les soft skills, ça peut demander beaucoup plus de temps parce qu'on va travailler sur le savoir-être. On va travailler sur qui on est, sur nos aptitudes. Et donc, du coup, c'est pas une compétence technique, c'est pas apprendre à faire de la gestion de projet ou apprendre à faire du Excel ou apprendre Scrum ou apprendre. Donc, on est vraiment sur je vais travailler quelque chose qui est assez profond chez moi. Donc, ça me demande plus d'efforts. Apprendre à apprendre, ça permet aussi de se rendre compte qu'on a différents modes d'apprentissage et qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Alors certes, on va tous, ou quasiment tous à l'école et on a des modes d'apprentissage et une pédagogie qui a été dessinée par l'éducation nationale. Or, on n'apprend pas tous de la même manière. Il y en a qui vont apprendre avec des images, avec des visuels et ça leur parle beaucoup plus. D'autres qui vont apprendre avec juste, ça peut être en écoutant un podcast, en écoutant un cours, mais juste avec de l'auditif. D'autres qui vont apprendre en verbalisant les choses, en les exprimant. D'autres personnes avec le fait de toucher la matière, le kinesthésique. J'ai besoin d'être dans un atelier, j'ai besoin de toucher la matière, de construire, de déconstruire. D'autres avec une certaine logique, avec des étapes, un process. D'autres avec des échanges, beaucoup plus de partage. J'ai besoin d'échanges, de partager et toi, de confronter mes idées avec d'autres. D'autres ont un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus, je préfère être tout seul, je préfère me concentrer, travailler mon sujet et vraiment l'apprendre et peut-être ensuite partager.
D'autres, c'est le fait d'aller dans la nature, d'être vraiment connecté avec la nature. Et là, ça leur permet d'aller chercher et de revenir sur des sujets sur lesquels ils ont appris ou d'aller étudier dans la nature. Donc, chacun a un mode d'apprentissage qui lui est propre, un ou plusieurs, d'ailleurs, modes d'apprentissage qui lui sont propres. Et l'idée, c'est plus on se connaît, plus on est capable de se dire, moi, je sais comment je fonctionne, je sais comment je peux, quel mode d'apprentissage je vais utiliser pour pouvoir évoluer et développer les compétences que j'ai envie de développer de manière plus rapide. Il y a une pyramide qui a été en tout cas conceptualisée sur qu'est-ce qu'on retient en termes d'apprentissage selon le mode d'apprentissage que l'on a eu. De manière générale et assez globale, un cours magistral, 2 mois après ce cours, on va retenir que 5% de ce cours. Si on n'a fait que suivre le cours, pas si on a étudié derrière, si on a fait juste suivre le cours. Lire un document, un livre, un article, une revue, nos cours, 10% après 2 mois. Quelque chose qui utilise à la fois du son et des images, de l'audiovisuel, 20% au bout de 2 mois. Quelque chose sur lequel on a été mis avec une mise en pratique, de la démonstration, quelque chose sur lequel on a manipulé, 30%. Les discussions à partir d'échanges, de confrontations, de partage d'idées, 50%. Et seulement à partir du moment où on va vraiment mettre en pratique notre apprentissage, là, on atteint du 75%. Et alors, le summum, c'est quand on fait ce qu'on est en train de faire avec vous, avec Frédéric, c'est qu'on a été apprendre, on a structuré, on a créé une pédagogie et ensuite on vous le partage. Et là, c'est la meilleure façon d'apprendre finalement, c'est d'apprendre pour pouvoir ensuite enseigner à quelqu'un d'autre. Donc là, ce que je vous encourage à faire, et vraiment le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est d'utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui, de ressortir peut-être 1 ou 2 choses importantes et d'aller l'enseigner à quelqu'un de votre entourage. Que ce soit un de vos collègues, un ami, une personne de votre famille, allez lui expliquer quelque chose que nous vous avons expliqué, que je vous ai expliqué en tout cas aujourd'hui, mais ça peut être sur n'importe quel autre webinaire du Summer Programme, et d'aller le partager. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous l'ancrez encore plus chez vous et vous serez plus à même de pouvoir le mettre en pratique. Apprendre plus mettre en œuvre, ça vous permet de développer des compétences. Utiliser ces compétences dans un contexte ciblé, ça vous permet de développer une performance. La performance répétée, ça vous permet de développer votre confiance en soi et votre estime de soi. Donc, plus vous allez être à même d'apprendre, de maîtriser, de mettre en place pour maîtriser, plus vous allez développer une confiance en soi qui va vous permettre d'envisager, vous vous rappelez la courbe du changement, d'envisager cet avenir et de l'envisager positivement. Est-ce à dire qu'un PDG n'apprend rien? 10% de lecture de slides. Si votre PDG apprend avec juste les slides, effectivement, j'espère que le PDG fait plus que juste lire des slides. Merci Frédéric. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir de là, vous puissiez savoir où placer votre attention. Vous vous rappelez la courbe du changement? Où est-ce que vous avez envie de placer votre attention? Sur tout ce qui s'est produit qui ne vous convient pas, qui finalement vient brutalement mettre un frein à ce que vous aviez envisagé, qui vient chambouler toute votre vie. Est-ce que c'est sur ça que vous avez envie de mettre votre attention? Ou est-ce que c'est sur, OK, vers quoi ça va m'apporter? Quelles sont les opportunités que cela m'amène? Quelles sont les pistes que je peux développer? Qu'est-ce que ça m'apprend? Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait, moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et j'aime beaucoup cette façon de penser parce qu'effectivement, la vie nous offre plusieurs leçons. Alors parfois, elles sont répétées. Visiblement, on a l'air de ne pas avoir bien appris parce que ça revient. Mais dans l'idée, c'est de se dire qu'à chaque situation, il y a des choses que l'on contrôle, des choses que l'on ne contrôle pas. Dans ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis dans ce que on ne contrôle pas, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? Et c'est vrai que là où on met son attention, on place son énergie. Je vous mets l'exemple de cette bouteille d'eau. Si dans une situation, par exemple, j'ai perdu mon travail, c'est injuste, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, qu'est-ce que vont penser les autres? Donc là, je vide, je mets toute mon attention. Cette bouteille d'eau, c'est toute mon énergie. Je mets mon énergie sur ce qui va se passer et sur ma colère et sur ma tristesse et à me poser des questions sur ce que vont en penser les autres et à me dire que c'est injuste et que pourquoi c'est moi, finalement, ça aurait dû être un autre. Finalement, j'ai fait du bon travail. Et puis, au fur et à mesure, je mets toute mon énergie sur ça. À la fin, il me reste que ça d'énergie pour pouvoir
peut-être envisager positivement un avenir, pour pouvoir aller peut-être me promener juste dans la nature pour me ressourcer et digérer cette décision, pour pouvoir aller retravailler peut-être mon projet professionnel, cette opportunité que j'ai de repenser et réfléchir à mon projet professionnel, il me reste que ça. Parce que notre énergie, c'est finalement ça, et on le voit sur une journée. Au fur et à mesure que la journée passe, ça diminue, ça diminue, ça diminue, jusqu'à ce qu'il ne nous reste pas grand-chose pour faire quelque chose qui est important pour nous. Donc pensez-y, lorsque vous ruminez des situations qui vous sont peut-être brutalisées, qui vous ont peut-être chahuté, pour vous dire, OK, je peux être en colère une journée, 1 heure, 2 heures, j'ai le droit parce que je suis humain et j'ai le droit, mais combien de temps est-ce que je me donne pour passer à autre chose? Je crois que c'est un grand entraîneur de basket qui disait lorsqu'on vit un échec, on va le vivre une journée. Lorsqu'on vit une victoire, on va le vivre une journée. Le lendemain, on se remet à l'entraînement. On va vivre la joie pendant une journée et on va célébrer ça pendant une journée. Et s'il y a un échec, eh ben OK, on va vivre la colère, on va vivre la tristesse pendant une journée. Et le lendemain, on se remet à l'entraînement pour envisager le prochain match. Eh bien, on arrive à 14h32. Donc, on arrive à la fin. Et donc, bien sûr, ma question, c'est avec quoi est-ce que vous repartez? Qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire? Qu'est-ce qui vous a marqué? Merci à tous ceux qui doivent nous quitter. Super. Donc, les chapeaux. OK. À réutiliser. C'est encore mieux d'ailleurs en présentiel parce qu'on peut avoir vraiment des chapeaux et là, on met le chapeau sur notre tête. Chapeau de Bono. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Avec quoi vous repartez? Les conseils des mentors. Oui. Oui, Amélie. N'hésitez pas d'ailleurs même à aller chercher des gens qui sont un peu farfelus et qui pensent complètement différemment. Ça peut être pas mal aussi. Quoi d'autre? Muscler le cortex préfrontal. Oui, on travaille sa plasticité neuronale. Les chapeaux aussi. Et n'oubliez pas le défi d'aller enseigner quelque chose que vous avez appris aujourd'hui ou lors des ateliers, des différents ateliers du Summer Programme et de l'enseigner à quelqu'un de votre entourage. L'implication des coachs carrière et leur talent. Je crois que la prochaine fois, il devrait apparaître dans le slide avec les mentors. Merci Mohamed. Les phases de la courbe du changement qui impliquent un travail de créativité et stratégie en continu. Oui, Claudia. Tout à fait. La rencontre de Charles Pépin. Super. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour tous les échanges qu'on a eus ensemble tout au long de ces webinaires du Summer Programme. Et summum du Summer Programme, ce webinaire. Merci Frédéric. Merci à tous. Comme pour tous les autres, on va vous envoyer du coup les slides. Avec Frédéric Beck, on est en train de mettre toutes les vidéos en replay sur le site de la SOS pour que vous puissiez y avoir accès quand vous le souhaitez. Et encore une fois, tout ça, c'est l'apéritif de ce qu'on est en train de vous préparer pour les mois et l'année à venir et pour pouvoir continuer de vous accompagner. Merci à vous. Je vois qu'il y a un lien YouTube qui a été mis dans le... Ah, c'est sur les drivers. Ah, sur les émotions. Sur les émotions, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlie. J'adore cette chaîne YouTube et ils avaient fait une super vidéo sur les drivers. Je vais voir si je la retrouve pour pouvoir vous l'envoyer aussi. Merci à vous. Très belle fin de journée, très belle fin de semaine. Bon week-end pour ceux qui seront déjà en week-end ce soir et à très bientôt.